Bienvenue à Détective Éternels. Ce soir, Miss Marple fait face au pique-nique qui s'est terminé en silence. Un joyeux jour s'est transformé en un silence obsédant. Quel secret se cache sous l'herbe d'été? Si vous aimez percer des mystères, abonnez-vous et restez à nos côtés. Maintenant, allumez une bougie et laissez le mystère commencer. Le village de Summerlee s'enorgueillissait de sa tranquillité et de la douceur des saisons. Les pique-niques dominicaux sur la pelouse étaient presque une tradition, agrémentés de paniers de scones, de pichets de limonade et de ces ragots faciles qui flottaient dans l'air comme des graines de pissenlit. Cet après-midi de juin, le vicaire avait organisé un rassemblement paroissial sur les pelouses derrière l'église. Le temps, clément et sans nuages, avait attiré presque tous les habitants du village. La vieille Madame Pargeter se plaignait du soleil sur son tricot, tandis que les jeunes dames étalèrent les nappes à carreaux sur l'herbe. Les enfants couraient après les cerceaux et poussaient des cris de joie stridents, et les hommes, coiffés de leurs chapeaux de paille, s'appuyaient sur des cannes ou jouaient tranquillement au whist. Miss Jane Marple, vêtue d'une robe d'été pâle et d'un chapeau élégant, était assise à l'ombre d'un chêne. De son point de vue, elle pouvait voir tout le monde, ce qui lui convenait parfaitement. La conversation était joyeuse, mais toujours teintée de compétition. Qui avait le gâteau le plus léger, les sandwichs aux concombres les plus croustillants, les meilleurs cornichons? Même ces rivalités insignifiantes fascinaient Miss Marple. La nature humaine, songea-elle, se contentait rarement d'une certaine dose de fierté ou d'envie, aussi infime soit-elle. Elle sourit gentiment lorsque Madame Banbury affirma que sa confiture de groseille avait remporté le prix de la foire, malgré la remarque murmurée de Madame Clinton sur la corruption des juges. C'est pendant le service du thé que le murmure agréable commença à faiblir. Un cri de surprise s'éleva de l'autre côté de la pelouse où les tables étaient dressées. Les têtes se tournèrent. Une jeune servante du presbytère, envoyée chercher une autre carafe de limonade, avait laissé tomber son plateau avec fracas. Son visage pâle et ses mains tremblantes en dirent long avant qu'elle ne puisse prononcer un mot. « Il y a un homme !» balbutia-t-elle, allongé près de la haie. Il ne bouge pas. Des chaises raclèrent. Des voix s'élevèrent. Une petite foule se précipita dans la direction qu'elle indiquait. Miss Marple resta assise un instant, observant le frémissement d'inquiétude se propager parmi l'assemblée, comme un vent froid agitant une eau au calme. Puis elle se leva prudemment, les yeux plissés, et suivit. La silhouette gisait à moitié dissimulée parmi les orties, près du mur de l'église. C'était un homme d'âge mûr, peu reconnu par les villageois, à la silhouette large, vêtu convenablement, quoique quelque peu usé par les voyages. Son chapeau avait roulé dans l'herbe. Plus révélateur que son immobilité était l'angle anormal de sa tête et la teinte bleutée de ses lèvres. Un murmure de spéculation s'éleva aussitôt. Quelqu'un évoqua un évanouissement. Un autre marmonne à propos de la chaleur. Pourtant, le silence instinctif qui s'abattit sur eux, tout laissait deviner un soupçon plus sombre. Ce fut Madame Banbury qui finit par l'exprimer dans un murmure tremblant. Pourquoi il a l'air mort? Miss Marple, un peu à l'écart, observait la scène avec son calme habituel. Son regard perçant manqua de remarquer le cartable renversé, l'étrange absence de poussière sur ses chaussures, la légère marque sur son col. Déjà, la tapisserie du comportement humain s'offrait à elle, des fils attendant d'être tissés pour former un motif. Mais elle ne dit rien. Elle joignit les mains, observant en silence l'après-midi parfait du village se fondre dans le silence et l'effroi. L'air avait changé d'un coup, comme si la chaleur de l'après-midi avait été aspirée par la découverte près de la haie. Un silence s'installa, ponctué seulement par le murmure des jupes, tandis que les femmes se serraient les unes contre les autres et par les mouvements inquiets des hommes. On alla chercher le vicaire, qui arriva essoufflé et pâle, la bonne humeur complètement évanouie. Il se baissa, murmura une prière rapide et regarda autour de lui, impuissant, comme s'il attendait que quelqu'un d'autre sache ce qu'il fallait faire. Il pourrait s'agir d'une crise d'épilepsie, suggéra M. Ellison, l'instituteur, toujours prêt à donner des informations. Un coup de chaleur, peut-être. Il regarde bien sûr, sa voix se brisa sur le dernier mot, trahissant une nervosité que ses lunettes ne pouvaient dissimuler. « Il est mort », dit le docteur Graham sans détour, se frayant un chemin à travers la foule avec l'autorité de sa profession. Il s'agenouilla, procéda à un examen rapide, puis se rassit sur ses talons en fronçant les sourcils. Aucun doute, mort depuis au moins 1 heure. Curieux, vu qu'on ne l'avait pas vu arriver. Cette déclaration provoqua un profond soupir. Les questions fusent comme des étourneaux effrayés. Qui était-il? D'où venait-il? Pourquoi était-il présent au pique-nique? Invisible jusqu'à présent.
Madame Banbury, toujours prompte à accuser, déclara l'avoir remarqué errant près du portail de l'église plus tôt dans la semaine, l'air louche. Madame Linton ricana, soulignant que la vue de Madame Banbury n'était plus ce qu'elle était. Un homme du village voisin, peut-être, un voyageur tombé dans le malheur. Les spéculations allaient y bon train, chaque voix s'empressant d'apporter sa contribution, car à Summerlee, les mystères étaient aussi rares que les éclipses. Le gendarme, le jeune Prowse, arriva peu après, perturbé par la gravité d'être le seul officier présent. Il repoussa la foule de son ton le plus autoritaire, même s'il grinçait par moments. « S'il vous plaît, éloignez-vous. Interdiction de toucher. C'est une question de procédure. » Il redressa sa casquette comme si cela lui donnait de l'autorité. « Il faudra prévenir l'inspecteur de Marketbury. » Le docteur Graham hocha brièvement la tête. « Faites-le. En attendant, personne ne doit partir, tant qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. » Son regard balaya l'assemblée, sévère et fixe, bien que ses paroles suscitèrent des murmures de consternation. Garder les villageois enfermés ensemble, c'était comme secouer un bocal rempli d'excitation, de peur et de rumeurs qui bourdonnaient de toutes parts. Miss Marple, silencieuse, debout au bord du cercle, ne participait pas au bavardage. Son regard allait d'un interlocuteur à l'autre, observant non seulement leurs paroles, mais aussi les subtiles trahisons de leurs visages. L'expression avide de Madame Banbury, presque joyeuse dans la tragédie. Le froncement de sourcils troublé du vicaire, plus profond que ne le laissait supposer la simple surprise. La jeune Lydia Harrington serrait le bras de son fiancé plus fort qu'il ne semblait nécessaire. De minuscules fils, mais chacun aurait sa place dans une tapisserie. De retour sur la pelouse, le pique-nique avait basculé dans le chaos. Les théières restaient à moitié pleines, les sandwichs séchaient au soleil, les pots de confiture abandonnés aux mouches. Les enfants, chassés de la scène, se rassemblèrent près du chêne, chuchotant les yeux écarquillés au sujet de la mort. Quelques dames âgées, estimant que c'était leur devoir, ramassèrent les serviettes et la vaisselle tombée, comme si rétablir l'ordre pouvait effacer ce terrible fait. Mais aucun rangement ne put effacer la silhouette gisant parmi les orties. Ce fut Madame Price, la receveuse des postes, qui osa une pensée pragmatique. Quelqu'un devait le connaître. Il n'était pas tombé du ciel. Elle regarda Miss Marple, comme si elle attendait une réponse de la vieille dame, car la vieille fille discrète de St. Mary Mead avait une réputation jamais révélée, mais murmurait qu'elle remarquait des choses que les autres ignoraient. Miss Marple se contenta d'un léger sourire. « Peut-être que l'inspecteur Craddock découvrira quelque chose, » dit-elle avec douceur. « Il est très minutieux. » Et sur ces mots, elle reporta son regard sur le corps, comme si elle songeait à l'énigme d'un patron de tricot mal placé. Le vicaire tente de ramener la foule vers les tables, l'invitant au calme et à la prière. Mais le village était agité par un mélange de peur et de curiosité. Les hommes se rassemblèrent-elles pour discuter de la nécessité de garder le corps jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur. Les femmes échangèrent leurs théories à voix basse, certaines affirmant qu'il s'agissait d'une insuffisance cardiaque, d'autres chuchotant des rumeurs de poison, mais aucune ne put expliquer pourquoi un étranger devait être empoisonné à Summerlee. « Écoutez-moi bien, dit Madame Banbury d'un ton sombre, il manigançait quelque chose. Probablement un voleur ou pire. Ces vagabonds sèment le trouble. Ou peut-être, répondit Madame Linton d'un regard entendu, qu'il rendait visite à quelqu'un qui ne souhaite pas que cela se sache. » Son regard parcourut l'assemblée, savourant l'effet de ses paroles. Plusieurs villageois se raidirent, comme s'ils avaient été pris pour cible. Miss Marple nota attentivement la réaction. La conscience coupable se révélait souvent au moindre sursaut, à la plus brève lueur de peur. Ce n'était pas une preuve, bien sûr, mais c'était la nature humaine, et c'était souvent la preuve la plus convaincante. À son retour de Marketbury, l'agent Prowse tenta de reprendre le contrôle. Jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur, personne ne doit quitter les lieux, dit-il, le visage rouge d'effort. Les noms seront enregistrés, les dépositions aussi. Son carnet, petit et encombré, tremblait dans sa main. Les villageois gémirent, mais se soumirent après tout. On ne conteste pas la loi, aussi jeune et incertaine soit-elle. Le reste de l'après-midi se déroula dans un flou inquiétant. Le thé refroidit, les gâteaux restèrent intacts, et toutes les conversations ramenaient au même sujet l'étranger près de la haie. Les suppositions se multiplièrent. Certains le prenaient pour un commerçant, d'autres pour un parent déshonoré venu demander refuge. Quelques-uns murmurèrent qu'il pourrait être un espion, mais nul ne peut dire précisément pourquoi. Le soupçon, une fois éveillé, n'avait besoin d'aucune logique pour le nourrir. Lorsque l'inspecteur Craddock arriva de Marketbury,
Le soleil déclinait déjà et de longues ombres s'étendaient sur la pelouse. C'était un homme grand, à la mâchoire ferme, aux manières vives mais sans agressivité. Il salua le vicaire, serra la main du docteur Graham et examina le corps d'un œil professionnel. En quelques minutes, il tira des conclusions suffisantes pour faire taire la foule. « Ce n'est pas un accident, dit-il gravement. L'homme a été étranglé. » Un hoquet collectif s'éleva. « Étranglé !» Le mot résonna dans l'air, glaçant tous les cœurs. Madame Price laissa tomber son mouchoir. Madame Banbury se signa. L'agent Prowse blêmit et déglutit difficilement. Les villageois se rapprochèrent, conscients soudain que la mort ne s'était pas glissée sur leur pique-nique par hasard, mais par une main délibérée. Les yeux bleus de Miss Marple restèrent fixés sur l'inspecteur. Elle remarqua l'autorité tranquille avec laquelle il parlait, la certitude dans sa voix. Pourtant, elle remarqua aussi le malaise qui vacillait parmi les villageois, la façon dont les regards se posaient, la façon dont les murmures s'amplifièrent. Ils réalisaient tout ce qu'un meurtrier avait été parmi eux cet après-midi ensoleillé, partageant leur scone et leur limonade. Et dans le silence qui suivit, Miss Marple joignit les mains sereinement. Aux yeux de quiconque la regardait, elle n'était qu'une vieille dame inoffensive, silencieuse, au bord du gouffre. Mais derrière son regard doux, ses pensées étaient déjà à l'œuvre. La nature humaine avait une fois de plus révélé sa face sombre, et elle seule en voyait les motifs se dessiner. Après sa sinistre déclaration, l'inspecteur Craddock ne perdit pas de temps pour rétablir l'ordre. Il ordonna à l'agent Prowse de monter la garde près du corps et de tenir les spectateurs à distance, bien que le jeune homme semblait particulièrement mal à l'aise face à une responsabilité aussi solennelle. L'inspecteur tourna ensuite son attention vers les villageois rassemblés sur la pelouse, dont la plupart s'efforçèrent de paraître calmes, mais trahissaient leur agitation par des mouvements de mains agitées, des spéculations chuchotées et des regards furtifs. « Maintenant, dit Craddock fermement, personne ne partira avant que j'aie noté vos coordonnées. Je demanderai à chacun de vous de me dire ce que vous avez observé cet après-midi, aussi insignifiant soit-il. Souvent, la plus petite remarque s'avère la plus utile. » Les villageois marmonnèrent leur assentiment, même si plusieurs s'agitèrent, mécontents, à l'idée d'un interrogatoire prolongé. Le vicaire, tentant d'apaiser la tension, exhorta chacun à la patience et à la vérité. Pourtant, l'esprit de fête avait complètement disparu. Les tables abandonnées, avec leurs bagatelles intactes et leurs sandwichs frisés, semblaient désolées dans la lumière tamisée. Miss Marple s'installa de nouveau sous le chêne, son sac à tricot sur les genoux, sans toutefois prendre ses aiguilles. Elle écoutait. De l'extérieur, elle apparaissait comme une vieille dame silencieuse, attendant son tour. Mais elle nota attentivement le ton de protestation, l'empressement de certains à être entendus et la réticence d'autres à dire quoi que ce soit. Le premier à s'avancer fut le docteur Graham. Son récit était clair et net. J'étais en train de discuter des fontes de la paroisse avec M. Ellison lorsque la servante s'est exclamée. « Nous sommes tous allés voir. L'homme était clairement irrécupérable lorsque je l'ai examiné. C'est tout. » Son détachement professionnel pesait lourd, même si Mlle Marple remarqua le léger pli entre ses sourcils. Le médecin détestait les problèmes non résolus. Madame Banbury suivit, déclarant d'une voix aiguë qu'elle avait remarqué l'homme rôdant dans le village plus tôt dans la semaine. Il rôdait près du bureau de poste. Je l'avais dit à Madame Price à ce moment-là. N'est-ce pas, Madame Price? La postière pinça les lèvres et hocha la tête à contre-cœur. Mademoiselle Marple remarqua que la certitude de Madame Banbury grandissait à chaque mot qu'elle prononçait, même si sa mémoire avait tendance à se rafistoler à chaque récit. Les autres n'offrent guère de réponse. M. Ellison n'avait rien remarqué d'inhabituel, hormis la gaieté générale. Madame Linton se souvenait d'une ombre près du mur du cimetière sans pouvoir en jurer. Lydia Harrington, encore pâle, avoua avoir été trop occupée à arranger les fleurs pour la table du pasteur pour remarquer un étranger. Son fiancé, Peter Morrison, ajouta sur la défensive qu'il n'avait aucune raison de surveiller les haies pendant l'installation des jeux sur le green. L'inspecteur Craddock notait tout, son crayon griffonnant sans cesse son carnet. Il posait des questions d'un ton sec et professionnel, revenant parfois sur un détail pour le clarifier. Lorsque Madame Banbury se contredit, plaçant d'abord l'homme près de la poste puis près de la boulangerie, Craddock haussa un sourcil mais ne fit aucune remarque. Miss Marple, cependant, gardait cette incohérence en tête. Les embellissements en disaient souvent plus sur l'interlocuteur que sur les faits. Tandis que l'interrogatoire se poursuivait, l'inspecteur tira de l'agent Prowse le peu dont il se souvenait. Le jeune homme avoua d'un air penaud
n'avoir rien remarqué d'anormal avant le cri de la bonne. Je regardais la course de cerceaux des enfants. « Monsieur, dit-il en rougissant, j'aurais dû être plus observateur, j'imagine. » Craddock soupira, mais ne le gronda pas. Il était évident que Prowse n'avait ni l'expérience ni le sens aigu des subtilités. Lorsque l'inspecteur se tourna vers Miss Marple, elle joignit les mains et parla avec une douce modestie. « Je crains de ne pouvoir vous être d'une grande aide, inspecteur. J'étais assis tranquillement, comme vous le savez, sous le chêne. J'entendis la servante crier, et je vis tout le monde se précipiter vers la haie. Ce fut la première fois que je sentis que quelque chose n'allait pas. » Elle marque une pause, puis ajoute d'un ton doux, bien sûr. « Il m'est venu à l'esprit que l'homme avait dû pénétrer discrètement dans le parc, car quelqu'un l'aurait sûrement remarqué s'il était arrivé de la manière habituelle. Mais vous établirez sans doute de telles choses. » Craddock lui lança un bref regard mesuré. Il connaissait une vieille dame de St. Mary Mead qui avait participé à plusieurs reprises à des enquêtes délicates, ne la repoussa pas, mais n'insista pas davantage. « On verra bien, dit-il simplement, avant d'appeler le villageois suivant. » Au fil de ces récits, l'humeur de la foule fluctue. Chaque témoignage, aussi infime fût-il, semblait créer des tensions invisibles entre voisins. L'empressement de Madame Benbury, les insinuations acerbes de Madame Linton, les tremblements de Lydia, tout cela suscitait des spéculations. Et sous-jacente à tout cela se cachait une vérité troublante. Si l'étranger avait été assassiné, quelqu'un à Summerley pourrait bien savoir pourquoi. Lorsque l'inspecteur eut pris la dernière déposition, la nuit tombait. Il ordonna que le corps soit transporté à Market Bury pour un examen plus approfondi, et l'agent Prowse partit avec 2 villageois pour l'aider. La foule se dispersa à contre-cœur, se dispersant dans leurs chaumières, tête penchée, voix basse. Les lampes vacillaient aux fenêtres, projetant de chaudes lueurs, mais le verre restait ombragé et inquiétant. Miss Marple s'attarda un instant, le regard fixé sur la haie où l'homme avait été retrouvé. Un détail, peut-être négligé, la troublait dans l'emplacement de la sacoche. Elle pensa à la légère marque sur le col de l'homme, aux chaussures trop propres pour une promenade à travers champs et à l'étrange absence de poussière. Ce n'étaient certes pas des conclusions, mais chacune d'elles constituait une curiosité à retenir. Alors qu'elle se retournait pour partir, l'inspecteur Craddock s'approcha. « Mademoiselle Marple, dit-il à voix basse, vous avez un sens aigu du discernement. Si quelque chose vous vient à l'esprit, je vous serai reconnaissant de votre attention. » Elle inclina modestement la tête. « Voilà, inspecteur, c'est très gentil. Je ne manquerai pas de signaler tout ce que je remarque, même si vous avez, j'ose le dire, la situation parfaitement en main. » Son ton était autodépréciatif, mais ses yeux pétillaient d'une intelligence tranquille. Craddock lui adressa un bref sourire. « J'ai appris à ne pas vous sous-estimer, mademoiselle Marple. Bonsoir. » Sur ce, il s'éloigna à grands pas pour consulter le gendarme. Miss Marple retourna lentement au presbytère, où elle avait prévu de prendre son thé du soir. Le murmure des voix résonnait dans le crépuscule tandis que les villageois s'enfermaient. Les rideaux furent retirés rapidement, comme pour conjurer l'obscurité et éloigner l'idée qu'un tueur puisse rôder parmi eux. Pourtant, dans son esprit, Miss Marple ne fermait rien. Au contraire, elle ouvrait des portes. La nature humaine, songea-elle, était infiniment révélatrice, surtout sous le stress. Et maintenant que le village avait été secoué, les courants plus profonds allaient inévitablement se manifester. Il suffisait d'observer attentivement, comme on observe les ondulations d'un étang, pour voir où le trouble commençait. Elle sourit faiblement, malgré la gravité de son regard. Un homme est mort violemment à Summerley, et la cause de cette mort ne résidait ni dans la science ni dans les machines, mais dans les cœurs simples et confus des gens ordinaires. Et c'était, après tout, ce qu'elle comprenait le mieux. À Summerley, le matin se leva avec une sérénité trompeuse. Le soleil éclairait l'herbe humide de rosée, les cloches de l'église marquaient l'heure comme d'habitude, et pourtant un courant d'inquiétude submergeait le village. La découverte du pique-nique avait tout bouleversé. Les voisins, qui autrefois échangeaient des salutations chaleureuses, se regardaient maintenant avec une suspicion voilée, se demandant qui parmi eux pouvait en savoir plus qu'ils ne le reconnaissaient. L'inspecteur Craddock était rentré tôt de Market Bury, où le corps avait été examiné. Il se rendit d'abord au presbytère, où il rencontra le vicaire et le docteur Graham dans le bureau. La rumeur se répandit rapidement que l'inspecteur avait identifié le défunt comme étant M. Henry Turnbull, un voyageur de commerce d'une certaine réputation. Des papiers dans sa sacoche portent son nom, et des investigations confirmèrent qu'il avait visité plusieurs villes du comté ces dernières semaines. Il n'était pas, comme certains l'avaient suggéré avec véhémence, un espion ou un vagabond,
mais un homme d'affaires. Cette information ne rassura guère le village, car la question subsistait. Quelles affaires l'avaient amené à Summerley et pourquoi cela avait abouti à sa mort? À midi, Craddock avait commencé à concentrer ses investigations. Les villageois, toujours avides de drames, chuchotaient leurs propres théories, toutes plus élaborées les unes que les autres. Madame Bunbury triomphait. J'avais toujours dit qu'il manigançait quelque chose. Un voyageur de commerce, vraiment. C'est un beau nom pour un type qui se mêle de ce qui ne devrait pas. Elle se pencha vers Madame Linton, baissant la voix, bien que la moitié de la rue principale puisse l'entendre. Croyez-moi, quelqu'un dans ce village l'attendait et ne voulait pas de lui vivant à son arrivée. Madame Linton, qui aimait transformer les ragots en armes, laissa son regard se poser avec éloquence sur la jeune Lydia Harrington. « Ce sont souvent les jeunes qui font des bêtises, » murmura-t-elle. Cette fille avait l'air sur le point de s'évanouir hier, et elle et Peter Morrison chuchotaient bien avant que l'inspecteur ne leur pose des questions. Les querelles d'amoureux peuvent être mortelles. L'idée fait son chemin, portée par le vent des spéculations. À l'heure du thé, la moitié du village était convaincue que Lydia et son fiancé en savaient bien plus qu'ils ne le prétendaient. L'inspecteur Craddock, de son côté, avait déjà convoqué Lydia et Peter au presbytère pour un interrogatoire plus approfondi. Miss Marple, venue rendre visite à la femme du pasteur pour lui remettre un pot de sa célèbre confiture de fraises, se retrouva discrètement à portée de voix. Ce n'était pas son genre de s'immiscer, mais lorsque la nature humaine se manifeste si clairement, il semble presque ingrat de ne pas observer. Lydia, pâle et nerveuse, était assise à tordre son mouchoir. Peter, droit et sur la défensive, répondit pour eux deux avec une pointe d'indignation. « On vous a tout raconté hier, inspecteur. On arrangeait les fleurs. On n'a pas remarqué d'homme près de la haie. Que dire de plus ?» La voix de Craddock était calme. « Vous pouvez dire, monsieur Morrison, si vous aviez déjà vu monsieur Turnbull avant hier. » Pierre hésita un peu trop longtemps. « Non, jamais. Pourquoi aurions-nous dû ?» Le regard de Lydia se posa sur son fiancé, puis se posa rapidement sur ses genoux. Miss Marple, observant à travers les rideaux de dentelle, remarqua l'échange. Ce n'était certes pas une preuve de culpabilité, mais une peur qui suggérait une connaissance tacite. L'inspecteur insista doucement. « Vous sembliez bouleversée, mademoiselle Harrington, lorsque le corps fut découvert. Plus qu'on ne l'aurait cru, peut-être. » Les joues de Lydia s'empourprèrent. « Je déteste la mort, inspecteur. Qui ne l'aime pas? Je ne supporte pas sa vue. » Ces mots jaillirent d'un ton sincère, mais le léger tremblement dans sa voix portait un autre sens. Miss Marple avait déjà vu ce regard, chez des jeunes filles, au secret trop lourd pour leurs fines épaules. Peter posa une main protectrice sur la sienne. Elle était bouleversée, certes, mais c'était tout à fait normal. On ne pouvait la soupçonner de rien. Sans se douter de rien, Craddock répondit d'un ton neutre, se contentant de clarifier les choses. Il les congédia peu après, bien que Miss Marple ne remarquât pas le pli pensif entre ses sourcils. La nouvelle du second interrogatoire de Lydia se répandit aussitôt, alimentant les rumeurs du village. Certains la plaignirent, d'autres la soupçonnent d'inconvenance. Les Harrington n'étaient pas riches, et les fiançailles de Lydia avec Peter Morrison, un jeune notaire prometteur, avaient longtemps été considérées comme avantageuses. Des rumeurs suggèrent maintenant qu'un rival inattendu ou un prétendant importun s'était introduit et que Turnbull avait été lié de manière scandaleuse. Personne n'avoua avoir lancé la rumeur, mais tous la répétèrent. Pendant ce temps, les soupçons se portèrent également sur le docteur Graham. On nota avec insistance qu'il avait constaté le décès de l'homme avant l'arrivée de l'inspecteur et qu'il avait évoqué la strangulation, comme si c'était une évidence. « Les médecins savent comment ça se passe », déclara Madame Prince d'un ton menaçant dans la file d'attente à la poste. Qui sait s'il n'avait pas reconnu son œuvre? L'idée était absurde, pourtant les ragots se fichèrent de la logique. Le docteur Graham lui-même supportait la conversation avec une irritation sourde. « Bêtise ignorante !» rétorqua-t-il lorsque Miss Marple fit gentiment remarquer la tension des conversations villageoises. « Je suis médecin, pas un assassin. Mais je parie que la moitié de la ville me tient déjà pour coupable. Ce serait risible si ce n'était pas si pénible. » Miss Marple lui tapota gentiment le bras. « On aime tant faire entrer les autres dans de petites histoires, docteur. Mais j'ose dire que la vérité est souvent bien différente de ce qui plaît à la foule. » Ses paroles s'apaisent un peu, mais elle vit la tension sur son visage s'apaiser un instant. Les médecins, songea-t-elle, n'aimaient pas les mystères qui échappent à leur guérison. À mesure que la journée avançait, l'inspecteur Craddock ordonna une fouille de la sacoche de l'étranger.
À l'intérieur se trouvait l'attirail habituel d'un voyageur des catalogues d'articles ménagers, des reçus, un registre de commandes et un petit paquet de lettres personnelles. L'une d'elles, cependant, retint son attention. Elle était adressée non pas à Turnbull, mais à L.H., écrite d'une main féminine, l'encre maculée par la hâte. Son contenu était bref. « Vous ne devez pas venir ici. Cela vous ruinerait. Oubliez tout et partez immédiatement. Ni signature, ni adresse de retour. » Craddock ne partagea la lettre qu'avec le docteur Graham et le vicaire, mais le soir venu, tout le village fut au courant. Pour les villageois, L.H. ne pouvait désigner que Lydia Harrington. Les rumeurs devinrent quasi certaines. La jeune femme était empêtrée dans une affaire honteuse et le pauvre Peter y fut pris sans le savoir. La théorie, comme toute explication commode, se répandit à une vitesse étonnante. Miss Marple, cependant, n'était pas convaincue. Elle avait observé Lydia de près et doutait qu'elle ait l'audace ou les moyens de commettre un tel acte. La peur, oui. Des secrets, peut-être. Mais pas un meurtre. La lettre, à ses yeux, était plus révélatrice parce qu'elle omettait que par ce qu'elle contenait. Et comme toujours, elle regarda non seulement le papier, mais aussi la main humaine qui avait dû l'écrire. Ce soir-là, tandis que le village tirait ses rideaux pour masquer l'obscurité grandissante, Miss Marple était assise tranquillement près de son feu, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Son esprit, cependant, était loin de la laine qu'elle portait sur ses genoux. Elle songea à l'empressement avec lequel les soupçons s'étaient portés sur Lydia, à l'irritation du médecin, aux questions prudentes de l'inspecteur. C'était bien beau de s'emparer du suspect évident, mais la nature humaine, Miss Marple le savait, était rarement aussi complaisante. On comptait bien sur le meurtrier du meurtrier pour cet empressement. Et tandis que le village s'affairait à pointer du doigt les jeunes et les personnes visibles, elle se demandait qui était discrètement soulagé d'être oublié. Le lendemain matin, le ciel était gris, une brume rasante s'accrochant aux haies. Summer League, malgré son charme, ressemble désormais à un village qui retient son souffle. À la boulangerie, les voix se mirent à baisser au passage de Lydia Harrington, les yeux rougis par une nuit blanche. Chez l'épicier, Madame Bunbury s'étendit sur la lettre incriminante jusqu'à ce que M. Ellison lui rappelle sèchement que les lettres pouvaient être falsifiées. Ou même falsifiées, ajouta-t-il, ce qui ne fit qu'augmenter les spéculations. L'air bourdonnait de théories, mais aucune n'avait le poids de la certitude. L'inspecteur Craddock passa la matinée au presbytère, recoupant les déplacements de l'inconnu avec le registre retrouvé dans sa sacoche. Il établit qu'Henry Turnbull avait bel et bien fait commerce de peau, bouilloire et articles ménagers du comté. Rien dans les registres de vente ne laissait présager un scandale. Pourtant, la lettre à L.H. le rongeait. Il interroge de nouveau Lydia, mais elle jura n'avoir rien écrit de tel. Peter Morrison, indigné, qualifie l'accusation de scandaleuse. Leurs dénégations, bien que sérieuses, ne firent qu'accroître les soupçons dans certains milieux. Pendant ce temps, Miss Marple vaquait à ses occupations habituelles qui, pour un œil non averti, n'étaient rien de plus que les tâches d'une vieille dame soignée allant chercher de la laine chez le drapier, postant une lettre, échangeant des plaisanteries chez l'épicier. Mais en marchant, son esprit repassait chaque détail du pique-nique, la position des corps, l'expression de chaque visage, les petites bizarreries que d'autres avaient balayées. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité se niche souvent dans ce que les gens jugent insignifiant. Cet après-midi-là, elle fait une promenade tranquille près du cimetière, soi-disant pour cueillir des fleurs sauvages pour sa cheminée. La haie où Turnbull avait été retrouvé était encore entourée par l'agent Prowse, qui semblait s'ennuyer et quelque peu transi par l'air humide. Miss Marple le salua aimablement, lui offrit un bonbon au sucre d'orge et engagea bientôt avec lui une conversation inoffensive. Au cours de leur conversation, elle le persuada de lui accorder un regard lointain, ce qui, après tout, ne gâchait rien. C'est alors qu'elle le remarqua. Près de l'endroit où Turnbull s'était allongé, l'herbe portait une étrange empreinte, une forme rectangulaire pâle, aplatie comme par une boîte ou un colis. Pourtant, aucun objet de ce genre n'avait été enregistré parmi ses affaires. Sa sacoche ne contenait que des papiers et des marchandises, tous notés par Craddock. L'empreinte était subtile, à moitié floue par la rosée et le piétinement, mais suffisamment nette pour l'œil perçant de Miss Marple. Quelque chose avait été là brièvement, puis avait disparu. Elle n'en fit pas de remarque à voix haute. Au lieu de cela, elle la cacha comme elle le faisait souvent, tout en offrant une autre friandise à l'agent Prowse. La nature humaine, songea-elle, se révélait souvent non pas dans ce qui était présent,
mais dans ce qui était manifestement absent. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Craddock organisa une nouvelle série d'interrogatoires au presbytère. Les villageois entrèrent avec plus ou moins de réticence, chacun hérissé de curiosité quant à ce qu'on pourrait demander aux autres. Miss Marple était assise tranquillement au fond, un tricot à la main. Elle semblait l'image même de l'innocuité d'une personne âgée, mais rien ne lui échappait. Le docteur Graham se mit une fois de plus sur la défensive, insistant sur le fait que son opinion professionnelle sur la strangulation était évidente pour tout homme expérimenté. Madame Bunbury affirme avoir vu Lydia s'éloigner des tables avant le cri de la servante, bien que Madame Linton contestait vivement le moment choisi. Madame Price, la receveuse des postes, rapporta à l'inspecteur une nouvelle rumeur selon laquelle Turnbull avait posté une lettre 2 jours auparavant à Summerlee, sans que personne n'ait vu à qui elle était adressée. Cette affirmation fit sourciller, bien qu'aucune preuve ne l'était, hormis les dires de Madame Price. Durant ces échanges, le regard de Miss Marple parcourut la foule. Elle observa comment Madame Linton, d'habitude prompte à parler, se taisait dès qu'il était question de la lettre à LH. Elle remarqua aussi que Peter Morrison serrait les mâchoires chaque fois que Lydia était interrogée, comme pour la protéger des doutes de l'inspecteur. Et, plus révélateur encore, elle perçut le malaise du vicaire, dissimulé sous un calme pastoral. Son regard se posait de temps à autre sur la haie derrière la fenêtre, comme s'il se rappelait quelque chose qu'il ne parvenait pas à chasser complètement. Après l'interrogatoire, les villageois s'éloignèrent en groupe, la voix basse, les regards perçants. L'inspecteur resta, consultant ses notes en fronçant les sourcils. Miss Marple se leva, s'approcha de lui avec son doux sourire et murmura « Vous devez trouver exaspérant, inspecteur, que les gens oublient si souvent ce qu'ils ont réellement vu, ou se souviennent de ce qu'ils n'ont jamais vu. » Craddock lui lança un regard noir. « Je suppose que vous n'oubliez pas, Miss Marple ?»« Oh là là, j'en oublie plein, » répondit-elle avec un petit rire innocent. « Mais je trouve que les gens ont tendance à passer sous silence les détails les plus curieux dans leur hâte d'être sûrs. Par exemple, quelqu'un a-t-il mentionné ce que l'étranger transportait d'autre que sa sacoche ?» Craddock fronça les sourcils. « Non, pourquoi demandes-tu ça ?»« Oh, sans raison. Il m'est venu à l'esprit qu'un commerçant voyageant à pied devrait transporter bien plus que des papiers. Des échantillons, peut-être. Après tout, les casseroles et les bouilloires ne sont pas des petites choses. » Elle tapota son sac à tricot et ajouta avec un clin d'œil. « Mais bon, moi aussi, j'égare toujours des choses. » L'inspecteur l'observa pensivement, puis hocha lentement la tête. « Je comprends. Nous allons enquêter davantage. » Pourtant, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que les observations modérées de Miss Marple cachaient une nuance plus aiguë. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et s'assit près du feu, les fleurs cueillies illuminant son petit salon. Elle considéra l'étrange absence d'échantillons, la légère trace dans l'herbe et la lettre adressée à LH. Il ne s'agissait pas de curiosité disparate, pensa-t-elle, mais de fils conducteur. Ce qui manquait était aussi révélateur que ce qui était trouvé. Dehors, le village restait agité. Les lampes brillaient aux fenêtres, et derrière chacune d'elles, les spéculations fusaient. Mais Miss Marple, dans son salon silencieux, savait que la vérité ne viendrait pas des ragots ou des suppositions. Elle viendrait de la patience, de l'observation du comportement des gens sous la pression, et de la reconnaissance de l'importance de l'apparence anodine. Elle sourit intérieurement, posant son tricot pour la nuit. Le meurtrier, pensait-elle, comptait sur le fait que tout le monde négligeait les détails. D'après son expérience, c'était toujours la pire erreur. L'après-midi suivant, l'ambiance à Summerlee était devenue tendue, telle une corde trop tendue sur un violon. Les murmures n'étaient plus étouffés, des voix s'élevaient dans les coins, les esprits s'échauffaient et les voisins se regardèrent de travers. Un meurtre, aussi mondain soit-il, a le don de troubler les apparences les plus sereines. Et à Summerlee, où les vies étaient liées par la proximité et la mémoire, les répercussions se sont rapidement propagées. L'inspecteur Craddock, déterminé à éviter que l'affaire ne dégénère en hystérie, s'entretint une nouvelle fois avec plusieurs villageois clés. Cette fois, cependant, l'atmosphère n'était plus à la curiosité coopérative, mais à une attitude défensive cinglante. Les accusations avaient déjà été semées par les ragots, et chacun arrivait avec son propre plan pour se disculper, détourner les soupçons ou régler ses comptes. La salle du presbytère sert à nouveau de lieu de rassemblement. Mademoiselle Marple, sous prétexte d'aider Madame Witherby à ranger les recueils de cantiques, trouva un siège tranquille d'où elle put observer discrètement. Ses aiguilles claquaient doucement,
bien que son esprit fût aussi vif qu'un œil de faucon. La première appelée fut Madame Linton. Elle entra, le menton haut, mais ses yeux s'agitaient nerveusement. « J'ai déjà dit ce que je sais, » dit-elle à l'inspecteur. « Mais puisque vous insistez, j'ai bien vu Lydia Harrington s'éloigner des tables avant que la femme de chambre ne crie. Elle était près de la haie, qu'elle l'avoue ou non. » Lydia, assise à côté de son fiancé, rougit. « Ce n'est pas vrai, s'écria-t-elle. Je n'ai pas quitté les tables. J'étais en train de préparer les fleurs. Peter m'a vu. » La main de Peter serra fermement la sienne. Elle dit vrai. Madame Linton se trompe. Madame Linton renifla. Elle se trompait, en effet. Je sais ce que j'ai vu. Miss Marple remarqua que les yeux de Madame Linton brillaient tandis qu'elle parlait, comme si elle savourait le drame provoqué par ses paroles. La nature humaine, songea Miss Marple, dissimule souvent l'envie sous le masque de l'observation. Les fiançailles de Lydia avec Peter avaient suscité beaucoup d'admiration, et Madame Linton trouvait peut-être du plaisir à les ternir. L'inspecteur Craddock insista prudemment. « Avez-vous vraiment vu mademoiselle Harrington près de la haie, Madame Linton, ou avez-vous seulement remarqué son absence aux tables ?» Madame Linton hésita, les lèvres pincées. « Je l'ai vue près de la haie, j'en suis certain. »« Mais impossible de dire précisément quand, » rétorqua Craddock, « et personne d'autre ne le confirme. » Son regard était froid, et Madame Linton hésita. Elle marmonna à propos de sa mauvaise vue dans la brume, et se calma. Puis vint le docteur Graham, dont la patience était visiblement à bout. « Si ce village persiste à murmurer mon nom à côté de ce crime odieux, dit-il sèchement, je considérerais cela comme une calomnie. J'ai fait mon devoir, rien de plus. N'importe quel médecin serait arrivé à la même conclusion que moi. Pourtant, dit Craddock d'une voix douce, vous aviez semblé assez catégorique au sujet de l'étranglement avant que je ne le confirme. Parce que c'était évident, rétorqua le médecin. Il y avait des marques sur le cou. Je ne suis pas idiot. Miss Marple leva les yeux de son tricot. Les marques peuvent être très révélatrices, docteur, dit-elle doucement. On se souvient d'un cas où une dame croyait que son chat avait griffé son neveu, mais la vérité était tout autre. On a tendance à minimiser ces signes jusqu'à ce qu'ils deviennent trop évidents. Son ton était doux, mais le rouge du docteur Graham s'accentua. Il marmonna quelque chose à propos de fouineurs et sortit du couloir à grands pas. La jeune Harrington fut la suivante. Lydia, pâle et tremblante, parla d'une voix hésitante de ses déplacements au pique-nique. Elle nia avoir écrit la lettre trouvée dans la sacoche de Turnbull, jura n'avoir jamais vu cet homme auparavant et finit par fondre en larmes sous le regard calme de l'inspecteur. Peter la rassura, fusillant les autres du regard, comme si leurs soupçons étaient eux-mêmes un crime. Son attitude protectrice était sincère, pensa Miss Marple, mais sa défensive était peut-être trop véhémente. Cela suggérait plus que de la dévotion, cela suggérait de la peur. Lorsque Madame Price fut appelée, la receveuse pinça les lèvres. « Je fais mon devoir en rapportant ce que j'ai vu, » dit-elle. « Cet homme avait bel et bien posté une lettre ici 2 jours avant sa mort. Je m'en suis occupé moi-même. »« À qui était-il adressé » demanda Craddock. « Je ne saurais le dire. Ce n'est pas mon rôle de lire ce qui ne m'appartient pas. » Elle renifla d'un air guindé. Pourtant, Miss Marple remarqua une lueur de satisfaction dans son expression, comme si elle appréciait davantage d'être la gardienne d'un secret qu'elle ne regrettait son ignorance. Après ces comptes rendus officiels, la salle se dissipa en murmures et protestations. Les gens parlaient, les uns après les autres, tour à tour sur la défensive et sur l'accusation. De vieux griefs, longtemps enfouis, commencèrent à refaire surface. Madame Banbury se rappela que Peter Morrison avait été autrefois endetté envers la société de Turnbull, bien que ce ne fût qu'une simple supposition. M. Ellison mentionna que le vicaire avait reçu un visiteur inhabituel au presbytère plus tôt dans la semaine. Un homme d'âge moyen qui était parti rapidement et sans laisser de nom. Le vicaire rougit à cette mention, mais affirma qu'il s'agissait d'une question de charité, sans aucun rapport avec le crime. Les aiguilles de Miss Marple étaient toujours là. La charité, forte de sa longue expérience, dissimulait parfois une vérité moins réconfortante. Elle conservait les détails. Lorsque le rassemblement prit fin, le village était encore plus agité qu'auparavant. Lydia était au bord de l'effondrement, Peter furieux, Madame Linton triomphante, le docteur Graham insulté, et Madame Price pleine d'autosatisfaction. Chaque villageois rapportait chez lui non seulement ses propres mots, mais aussi le lourd fardeau de ce que les autres pouvaient dire. Ce soir-là, Miss Marple prend le thé avec Madame Witherby, qui craint que la paroisse ne sombre dans le scandale. « Cela fera tant de mal au village, Jane, soupira-t-elle. Maid Marquetbury m'a déjà écrit pour savoir s'il était vrai que la fille Harrington avait empoisonné son bien-aimé.
Empoisonné, vraiment. Où entend-on de telles choses? Miss Marple sourit doucement. Les histoires voyagent plus vite que la vérité, ma chère, mais elles contiennent souvent un fond de vérité. Les gens exagèrent, bien sûr, mais ils révèlent ce qu'ils ont en tête. Restée seule plus tard, Miss Marple repensa à tout ce qu'elle avait observé. La confrontation dans le hall n'avait pas apporté de clarté, mais elle avait délié les langues et révélé de subtiles failles. Le goût de l'accusation de Madame Linton, le malaise du vicaire face à son visiteur anonyme, la défense trop zélée de Lydia par Peter, l'absence mystérieuse des échantillons de Turnbull, tout cela n'était que les fragments d'un tableau plus vaste. Elle n'en voyait pas encore le plan complet, mais elle en pressentait les contours. La vérité se pressait, impatiente d'être révélée. Dans le calme de son cottage, tandis que la brume recouvrait Summerlee, Miss Marple murmura doucement. « Oui, ce n'est pas ce qui a été dit qui compte, mais ce qui n'a pas été dit. C'est dans le silence que les gens se révèlent le plus clairement. » Les jours qui suivirent ne contribuèrent pas à apaiser l'inquiétude de Summerlee. Au lieu de s'atténuer, le malaise s'intensifia, comme si le village était devenu une scène où chaque regard, chaque murmure participait à une sinistre mise en scène. Les gens se croisaient précipitamment dans les ruelles, ne voulant pas s'attarder. Même le cimetière, habituellement un lieu de réconfort, semblait assombri par la conscience que la mort n'était pas survenue de manière naturelle, mais par des mains délibérées. L'inspecteur Craddock, bien que méthodique, constatait que ses investigations tournaient autour du même sujet. Il avait des soupçons, certes, mais rien de concluant. La détresse de Lydia, l'attitude défensive de Peter, les regards nerveux du vicaire suggéraient tous des secrets, mais aucun ne pouvait être directement lié au meurtre de Turnbull. C'était comme si la vérité se trouvait hors d'atteinte, dissimulée sous des futilités et des illusions. Puis, le troisième matin, une nouvelle arriva de Marketbury. L'agent Prowse la porta, entrant en titubant dans le presbytère avec l'importance d'un messager du destin. Le rapport d'autopsie, annoncé à bout de souffle, avait révélé des traces inattendues d'un sédatif rare dans l'estomac de Turnbull. L'homme avait non seulement été étranglé, mais aussi drogué au préalable. Le village, lorsque la nouvelle se répandit, fut consterné. Poison était un mot chargé d'idées terribles secrets, sournois, souvent domestiques. Il suggérait une préméditation plutôt qu'une impulsion. Madame Bunbury fut la première à bondir. Ne l'avais-je pas dit? Du poison. C'est toujours toxique dans ces endroits, tranquilles. Et qui a accès à de telles choses? Le médecin, bien sûr. Elle baissa la voix pour faire effet, mais tous ceux qui étaient à portée d'oreille l'entendirent distinctement. Les placards du Dr Graham sont remplis de petits flacons. Il sait mélanger les poudres. Croyez-moi, c'était lui. Madame Linton rétorqua avec le même plaisir. Absurde! Si c'était du poison, on aurait tout aussi bien pu le glisser dans une tasse de thé. Et qui servait le thé cet après-midi-là? Lydia Harrington. Je l'ai vue à table. Elle avait toutes ses chances. Les nouvelles accusations se répandirent, comme une traînée de poudre. Le soir venu, le village était divisé en deux camps, ceux convaincus de la culpabilité du Dr Graham et ceux convaincus que Lydia était la coupable. Aucun des deux groupes n'envisageait la possibilité que quelqu'un d'autre puisse être entièrement responsable. Miss Marple, écoutant en silence, remarqua que la nature humaine préférait un méchant simple, celui qui confirmait les préjugés plutôt que de les remettre en question. L'inspecteur Craddock, cependant, était troublé. Poison suggérait une planification, et planification signifiait mobile. Pourquoi un voyageur de commerce, de passage dans un village, devrait-il être empoisonné avant d'être étranglé? La brutalité du deuxième acte n'égalait guère le secret du premier. C'était, songea-t-il, comme si le meurtrier n'avait pas fait confiance au poison ou avait paniqué en constatant son insuffisance. Quoi qu'il en soit, cela témoignait d'une détermination à provoquer la mort à tout prix. Miss Marple réfléchissait à la question dans son salon, où le tic-tac discret de son horloge accompagnait ses pensées. Elle se souvenait avoir connu une servante qui avait saupoudré du sel supplémentaire dans le bouillon de sa maîtresse, espérant la rendre suffisamment malade pour qu'elle démissionne. La pauvre fille n'avait pas eu l'intention de commettre un meurtre, mais simplement un changement de circonstances, et pourtant son intention avait été découverte et punie. On se tournait souvent vers des poudres cachées lorsqu'on manquait de courage pour agir ouvertement, et lorsque leur tentative échouait, le désespoir pouvait mener à une violence soudaine. Le sédatif, alors, témoignait d'une hésitation plutôt que d'une confiance en soi. Entre-temps, une autre découverte vint perturber l'affaire. Un garçon livrant du lait au Harrington
jura avoir vu M. Turnbull devant leur portail le matin du pique-nique. Il avait parlé à quelqu'un, mais il ne put l'identifier. Lydia le nia avec véhémence, Peter avec la même véhémence. Mais la rumeur prit racine, renforçant la conviction que la présence de Turnbull à Summerlees n'était pas un hasard. Il avait cherché quelqu'un, et que quelqu'un avait peut-être souhaité sa mort. L'inspecteur suivit cette piste, interrogeant domestiques, commerçants, et quiconque aurait pu croiser le chemin de Turnbull. Des bribes d'informations lui parvinrent lorsqu'un inconnu correspondant à sa description avait été aperçu demandant son chemin près de la gare. Il s'était renseigné sur les cottages pour discuter avec le vicaire plus tôt dans la semaine. Chaque fragment laissait entrevoir un objectif précis, mais aucun ne révélait la véritable raison de son arrivée à Summerlee. Ce soir-là, un orage s'abattit sur le village. Des trombes d'eau fouettant les chaumières et le tonnerre résonnent dans les collines. Miss Marple, assise à sa fenêtre, observait l'averse estomper les contours de la verdure. Les orages, pensa-t-elle, avaient le don de révéler ce que l'on voulait garder secret. Les esprits s'échauffent, la patience s'usera, et dans le désarroi, la vérité pourrait s'échapper. Sa prédiction ne tarde pas à se vérifier. Le lendemain matin, le vicaire, d'ordinaire d'un sang-froid exemplaire, monta en chaire, la main tremblante sur ses notes. Son sermon hésite, ses paroles se perdent dans de vagues avertissements sur le péché et le secret. L'assemblée écoutait dans un silence gêné, échangeant des regards. Lorsqu'il trébucha et faillit perdre sa place, Madame Price murmura à haute voix « Il sait quelque chose. Croyez-moi, il sait. » Par la suite, dans le cimetière, les conversations étaient animées. La détresse évidente du vicaire convainquit beaucoup qu'il dissimulait des informations. Certains affirmèrent qu'il avait hébergé Turnbull, d'autres qu'il s'était disputé avec lui. Les théories se multiplient, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Le respect réservé qu'on témoignait habituellement au vicaire commença à s'effriter sous la pression de la suspicion. Miss Marple, parlant doucement à Madame Witherby, fait remarquer que les gens s'agitent vraiment lorsqu'ils sentent une vérité les frapper. Le pauvre vicaire semble peser sur un fardeau plus lourd que son sermon. Son ton était compatissant, mais son esprit était concentré. Si Turnbull était venu au presbytère, que se serait-il passé entre eux? Et pourquoi le vicaire n'avait-il pas parlé franchement à l'inspecteur Craddock? À la fin de la semaine, le village était en proie à une vive tension. Empoisonnement, strangulation, lettres à lait, réunions au presbytère, tout pointait dans des directions opposées. Et puis, alors que les gens commençaient à se résigner à la confusion, un autre rebondissement frappa comme la foudre. Un deuxième crime. Tard dans la nuit, le cottage de Madame Linton fut cambriolé. Aucun objet de valeur ne fut volé, mais son bureau fut fouillé et des papiers éparpillés. Chose plus étrange encore, une bouteille d'encre avait été renversée sur le buvard, masquant ce qu'elle avait écrit. Madame Linton elle-même, tirée en sursaut, jura avoir entendu des pas s'éloigner, sans pouvoir les identifier. Elle était certaine qu'il s'agissait d'un homme. D'autres murmurèrent que c'était son imagination, une illusion née de la peur. Mais Miss Marple, en entendant cela, sentit les choses se resserrer. Un cambriolage sans vol n'en était pas un. C'était une dissimulation. Quelqu'un cherchait quelque chose, et le buvard taché d'encre suggérait peut-être une lettre ou la trace d'une main qui pourrait être liée à celle trouvée dans la sacoche de Turnbull. « Oui », murmura-t-elle en pliant son tricot le lendemain matin. Un autre crime, et pas un hasard. Le premier acte était un meurtre. Le second, le désespoir. Le cambriolage au cottage de Madame Linton changea complètement le ton de l'enquête. Ce qui avait été inquiétant devint désormais inquiétant. Pour les villageois, c'était une chose de chuchoter sur leurs péchés passés et leurs motivations cachées. C'en était une autre de réaliser que le danger rôdait toujours, actif et délibéré. L'idée qu'un meurtrier puisse rôder à Summerlee sous le couvert de la nuit forçait même les plus audacieux à rentrer chez eux après la tombée de la nuit. Fenêtres verrouillées, volets tirés et chiens abandonnés en liberté dans les jardins. L'inspecteur Craddock, bien que d'apparence sereine, ressentait la tension aussi vivement qu'eux. Le cambriolage suggérait une urgence, quelqu'un cherchant à effacer un lien avant qu'il ne soit découvert. Il interrogea Madame Linton attentivement, mais son récit resta confus. Elle insista sur le fait qu'elle avait entendu un pas d'homme et aperçu une ombre contre ses rideaux. Lorsqu'on lui demanda quel papier avait été dérangé, elle se fit évasive, admettant finalement correspondre souvent avec un cousin éloigné à Londres. « Des affaires familiales privées, dit-elle avec une dignité guindée,
sans vouloir donner plus de détails. Craddock en prit note, mais sa réticence ne fit qu'accroître ses soupçons. Miss Marple, en revanche, comprenait mieux que Craddock l'embarras de Madame Linton. Elle connaissait bien le genre de femmes qui s'adonnent à l'influence, aimait en faire allusion à des secrets, mais répugnent à être exposées. Ces femmes écrivèrent souvent des lettres pleines de malice ou d'insinuations. Il n'était pas impossible qu'un mot de Madame Linton se soit retrouvé, directement ou indirectement, dans la sacoche de Turnbull. La lettre tachée à LH avait été écrite par quelqu'un. Miss Marple ne serait pas surprise que cette personne ait l'habitude de se cacher derrière des demi-vérités. Pourtant, elle savait aussi que la confrontation directe était rarement utile. On mentait obstinément lorsqu'on le contestait, mais on se trahissait souvent lorsqu'on le traitait avec douceur, voire avec enjouement. Ce principe guida sa démarche suivante. Si elle ne pouvait accuser, elle observerait. Et si elle observait sous couvert de bavardages innocents, tant mieux. L'occasion se présenta 2 jours plus tard, au thé du presbytère. L'épouse du pasteur, soucieuse de rétablir un semblant de normalité, avait invité quelques dames à une petite réunion, rien de plus raffiné, juste du gâteau aux graines et du thé dans de délicates tasses en porcelaine. Miss Marple, assise au coin de la table, écoutait la conversation s'égarer sur des sujets banals avant de revenir inévitablement à la tragédie. Madame Linton, comme toujours, n'a pas pu résister à l'envie de se mêler à l'histoire. « C'est choquant, tout simplement choquant », a-t-elle déclaré. Mais je maintiens que Lydia en sait plus qu'elle ne l'avoue. La lettre le prouve. Les jeunes d'aujourd'hui sont téméraires, sentimentaux, insouciants. Si seulement elle pouvait avouer et mettre fin à cette terrible incertitude. Les autres dames murmurèrent leur accord, même si Madame Price semblait mal à l'aise. Miss Marple sirota son thé, puis parla avec douceur. Les lettres sont source de malentendus, n'est-ce pas? Je me souviens d'une amie, il y a de nombreuses années, qui avait écrit un mot innocent qui avait été mal interprété. La pauvre, ça avait fait grand bruit dans son village, jusqu'à ce que la vérité éclate. Madame Linton se pencha en avant avec empressement. Vraiment? Et de quoi parlait ce mot? Oh, quelque chose de parfaitement inoffensif, répondit Miss Marple en posant sa tasse. Elle conseilla simplement à une autre dame de ne pas rendre visite à un certain gentleman, de peur que les langues ne s'échauffent. Mais la lettre fut retrouvée par quelqu'un d'autre, et naturellement, on pensa qu'elle signifiait bien plus qu'elle ne l'était. On oublie combien il est facile de mal interpréter une écriture, voire de la confondre avec celle d'autrui. Une telle confusion survient souvent lorsque 2 personnes écrivent de la même manière. Tandis qu'elle parlait, ses yeux restaient fixés sur Madame Linton. Elle vit la faible rougeur monter aux joues de la femme, le léger tremblement de sa main tandis qu'elle ajustait sa serviette. C'était une réaction insignifiante, mais Miss Marple la conserva soigneusement. Madame Linton avait trahi quelque chose, de la culpabilité ou de la peur. Elle ne pouvait encore le dire, mais c'était quelque chose. Plus tard, alors que le thé se terminait et que les dames s'apprêtaient à partir, Miss Marple fit son entrée. Elle s'attarda sur le seuil avec Madame Linton, remarquant nonchalamment « J'admire votre écriture, ma chère, si audacieuse et si décidée. On reconnaît toujours immédiatement l'auteur d'une lettre. » Le compliment, prononcé avec une apparente innocence, fit mouche. Madame Linton laissa échapper un rire surpris, trop rapide, et s'éloigna précipitamment dans le sentier. Miss Marple la regarda partir, l'air serein. Elle n'avait accusé Madame Linton de quoi que ce soit, et pourtant, la réaction inquiète de cette dernière avait révélé son malaise. Qu'elle ait écrit la lettre à Turnbull ou qu'elle ait craint qu'on la croie, sa réaction était révélatrice. Ce soir-là, Miss Marple fait discrètement part de ses observations à l'inspecteur Craddock. Il fronça les sourcils et se frotta le menton. « Êtes-vous en train de suggérer que Madame Clinton avait écrit le mot trouvé dans le cartable? Je suggère que l'inspecteur, dit doucement Miss Marple, que Madame Linton redoute l'idée que d'autres puissent croire la même chose. Et quand on redoute quelque chose, c'est généralement parce que cela touche la vérité plus étroitement qu'on ne le souhaiterait. » Craddock la regarda longuement. « Vous avez le don de tirer un sens des broutilles, Miss Marple. » Elle sourit faiblement. « Ce ne sont pas les broutilles en elles-mêmes qui comptent, mais la façon dont les gens se comportent avec elles. On apprend beaucoup des petites choses qu'ils ne peuvent s'empêcher de révéler. » L'inspecteur réfléchit en silence, mais les paroles de Miss Marple persistèrent. Il savait qu'elle se trompait rarement dans son évaluation de la nature humaine. Le lendemain, Miss Marple organisa son dernier test. Elle invita Lydia, Peter, Madame Linton et le docteur Graham dans son cottage, sous prétexte de leur montrer un nouveau modèle de dentelle qu'elle essayait.
Cela semblait une réunion anodine, voire pittoresque, mais en réalité, elle comptait les observer ensemble, voir comment ils réagiraient en présence les uns des autres. À leur arrivée, l'inquiétude était palpable. Lydia s'accrochait au bras de Peter, le regard méfiant. Le docteur Graham semblait irrité, comme s'il avait des tâches plus importantes. Madame Linton était bavarde, mais ses paroles s'enchaînent trop vite, trahissant une certaine nervosité sous-jacente à son sang-froid. Miss Marple, souriant agréablement, servit le thé et la conversation fut légère. Elle parla du temps, des jardins, d'un nouveau curé dans une paroisse voisine. Pendant tout ce temps, observez. Lorsqu'elle mentionna, nonchalamment, que la sacoche de Turnbull n'avait rien contenu de valeur à part des papiers, elle vit le docteur Graham jeter un regard perçant à Madame Linton. Lorsqu'elle fit remarquer combien il devait être difficile pour les jeunes couples de garder des secrets dans les petits villages, Lydia tressaillit et la main de Peter se serra, protectrice, sur la sienne. Et lorsqu'elle songea à voix haute que certaines lettres avaient plus de poids que leur auteur ne le pensait, Madame Linton faillit laisser tomber sa tasse. Chaque réaction était une pièce du puzzle. Chacune lui révélait qui craignait d'être exposé, qui protégeait, qui cherchait à détourner les soupçons. Lorsque ses invités partirent, Miss Marple avait ce qu'il lui fallait. Le meurtrier s'était révélé non pas par des aveux, mais par de subtiles trahisons. C'était suffisant. Il ne restait plus qu'à remonter les fils et à révéler le motif aux yeux de tous. Elle ferma la porte de sa chaumière, joignit les mains et murmura doucement « Oui, le moment est venu ». La soirée choisie pour la réunion était calme et fraîche, un léger vent agitant les feuilles sur la place du village. L'inspecteur Craddock, sur la suggestion de Miss Marple, avait organisé une réunion au presbytère pour tous les intéressés. La salle était éclairée par des lampes projetant de longues ombres, donnant à la réunion l'allure d'un conseil solennel. Personne ne parlait librement. Chacun semblait conscient qu'un événement décisif allait se produire. Miss Marple, confortablement assise dans un fauteuil à haut dossier près du feu, contemplait l'image même de la douceur et du calme. Elle avait apporté son tricot, mais ne s'en servait plus. Au lieu de cela, ses yeux brillants se posèrent tour à tour sur les visages de Lydia Harrington, pâle et inquiète, Peter Morrison, figé par le défi, le docteur Graham, les lèvres pincées, Madame Linton, apparemment calme, mais les doigts crispés sur ses genoux, le vicaire, inquiet, et l'inspecteur, attendant, le crayon à la main. « C'est toujours difficile, commença doucement Miss Marple, d'être confronté à un crime dans un endroit aussi calme. Nous sommes tellement habitués à penser que le mal se trouve ailleurs, dans les grandes villes, parmi les étrangers. Mais il n'en est jamais ainsi. La nature humaine est la même partout, et dans les petits villages, on l'aperçoit souvent plus clairement. C'est pourquoi, même si les apparences nous ont trompés, la vérité a été présente dès le début. » Un silence s'abattit sur la pièce. Même Mame Banbury, qui avait réussi à installer une chaise contre le mur dans l'espoir de tout entendre, se pencha avec empressement. Miss Marple croisa les mains. Nous étions censés croire que la jeune Lydia Harrington avait écrit ce mot à M. Turnbull. Les initiales LH semblaient la désigner directement, et, de fait, beaucoup étaient prêts à le penser. Mais la simplicité même de la conclusion me laissait douter. Lydia, comme nous l'avons tous constaté, est trop timide, trop craintive des ragots pour écrire une telle lettre. Et pourtant, quelqu'un dans ce village l'a écrite. Son regard se porta doucement sur Madame Linton. « C'était bien vous, n'est-ce pas, ma chère? Votre écriture est forte et décidée, contrairement à la main délicate de Lydia. Et lorsque j'ai remarqué cette qualité, vous vous êtes trahi par votre déni embarrassant. C'était vous qui aviez écrit cette lettre pour mettre Turnbull en garde. » Madame Linton haleta, le visage blême. « C'est absurde, je n'ai rien écrit de tel. » En effet, poursuivit Miss Marple avec douceur, vous ne l'avez peut-être pas signé, mais vous l'avez écrit, et vous aviez raison, car M. Turnbull était venu ici pour porter plainte non pas contre Lydia, mais contre le vicaire. Il avait appris une affaire qu'il valait mieux oublier. Le défunt frère du vicaire avait laissé des dettes à la société de Turnbull, dettes qui, si elles avaient été révélées, auraient causé un scandale pour la famille. Vous avez cherché à protéger le vicaire et sa femme en pressant Turnbull de partir. C'était une intention bienveillante, j'en suis certain, mais cela l'a au contraire incité à poursuivre. Il souhaitait en dire davantage. Le vicaire gémit doucement, se couvrant le visage de ses mains. Sa femme posa une main tremblante sur son bras. Cet aveu, tacite mais indéniable, sembla emplir la pièce. L'inspecteur Craddock se pencha en avant. « Si c'est vrai, mademoiselle Marple,
Cela n'explique toujours pas le meurtre. Non, acquiesça Miss Marple. Pour cela, il fallait chercher ce qui manquait. La sacoche de M. Turnbull contenait des papiers, mais pas les échantillons qu'il transportait toujours. Pourtant, l'herbe près de la haie portait la marque d'une boîte posée là. Cette boîte, je crois, a été retirée après sa mort, car elle contenait quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Le docteur Graham remua sur son siège, le visage rouge. Le regard de Miss Marple se tourna vers lui avec douceur, mais fermeté. « Vous, docteur, avez correspondu avec M. Turnbull. Vous lui aviez commandé des fournitures, non médicales, mais des poudres et substances chimiques difficiles à obtenir. L'une d'elles était le sédatif trouvé dans son estomac. Vous aviez sans doute l'intention de l'expérimenter et craignez d'être exposé. Lorsque Turnbull a menacé de révéler l'affaire, peut-être même d'exiger plus d'argent, vous avez paniqué. Le silence qui suivit fut dur, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge du vicaire. Le docteur Graham ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses mains agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à blanchir les jointures. « Vous avez convenu de le retrouver près de la haie, » poursuivit Miss Marple avec douceur, et lui avez offert du thé mélangé à la poudre. Ne voyant pas l'effet s'accélérer, et craignant d'être découvert, vous avez eu recours à la strangulation. En toute hâte, vous avez retiré la boîte de poudre qu'il transportait, mais ce faisant, vous avez laissé une légère trace dans l'herbe. Plus tard, lorsque les soupçons ont commencé à se tourner vers Lydia à cause de la lettre, vous n'avez rien fait pour les dissuader. Et lorsque vous avez compris que les lettres de Madame Linton pourraient retrahir votre implication, vous avez cambriolé son cottage pour les détruire. Madame Linton poussa un cri d'indignation, ni soulagement, ni fureur. Je le savais, j'avais toujours dit que ce n'était pas moi. L'inspecteur Craddock se leva, l'air sombre. Docteur Graham, vous répondrez de ces accusations. Le sang-froid du docteur finit par craquer. Il se releva d'un bond, le visage crispé. Oui, je l'ai tué. Mais vous ne comprenez pas, il aurait tout gâché. Une vie de travail envolée en un instant de disgrâce. Il m'a forcé la main. La femme du pasteur sanglota doucement, et Lydia, sous le choc, serra le bras de Peter. Le médecin, tremblant, se laissa retomber sur sa chaise, la résistance perdue. Miss Marple, la voix toujours calme, dit seulement que ce sont toujours les petites choses qui nous trahissent. Une lettre bienveillante, une boîte enlevée trop vite, une visite dont on se souvient à moitié. On ne peut échapper au schéma de la nature humaine. Ils disent tous toujours la vérité, à la fin. L'inspecteur Craddock fit un signe de tête à l'agent Prowse, qui s'avança pour arrêter l'homme secoué. Le silence régnait dans la salle, chaque villageois absorbant l'énormité de ce qui venait d'être révélé. Ce n'était ni Lydia, ni le vicaire, ni même Madame Linton avec sa langue acérée, mais l'homme même, à qui l'on avait confié leur santé. Tandis que le docteur Graham était emmené, Miss Marple joignit les mains sereinement, le regard pensif plutôt que triomphant. Pour elle, il n'y avait aucun plaisir à avoir raison, seulement la tristesse sourde d'avoir une fois de plus découvert les ténèbres qui se cachaient sous des visages familiers. « Le mal, murmura T.L. doucement, plus pour elle-même que pour quiconque, est souvent très ordinaire. » Summerlee reprit lentement ses habitudes, tel un ruisseau momentanément agité par un orage soudain. Les cloches de l'église reprirent leur joyeux carillon. La boulangerie sentit à nouveau le pain chaud, et la verdure, où s'étaient en haut produits les événements tragiques, était de nouveau parsemée d'enfants jouant. Pourtant, le village respirait une conscience atténuée. La mort était passée parmi eux, délibérée et contre nature, et le souvenir persistait comme la faible odeur de fumée après l'extinction d'une bougie. Miss Marple, comme toujours, reprend ses habitudes discrètes. Elle entretenait son jardin avec soin, disposait des fleurs dans le salon et rendait visite à des amis sous couvert de simples visites mondaines. Mais elle observait aussi. Même dans les interactions les plus simples, elle remarquait les subtilités des réactions des villageois, les uns envers les autres dans les semaines qui suivirent l'arrestation du docteur Graham. Certains semblaient être plus méfiants, d'autres plus pensifs. Quelques-uns, comme Madame Banbury, expriment une joie inexprimée d'avoir eu raison sur un soupçon mineur, alors que leurs suppositions étaient erronées sur le fond. Lydia Harrington et Peter Morrison, bien que soulagés, restaient sous le choc. Leur fiançailles avait survécu à l'épreuve, mais leurs yeux reflétèrent parfois une crainte persistante, la peur que l'obscurité entrevue ne revienne sous une forme nouvelle. Miss Marple leur rendit visite un après-midi, soi-disant pour leur apporter des scones faits maison, et, au cours de la conversation, leur rappela gentiment que le monde était plein de rebondissements inattendus. Mais le courage, disait-elle, et une conscience tranquille
nous permettront d'en sortir plus sûrement que tout. Madame Linton, bien que lavée de tout soupçon, conservait une pointe d'appréhension. Elle s'occupait de l'être et des tâches ménagères, mais la dureté qui lui avait autrefois servi de bouclier semblait désormais tempérée par l'humilité. Miss Marple, l'observant, songea combien il fallait parfois du temps pour que les leçons de la peur et de l'incertitude s'installent tranquillement dans le caractère. Même les langues les plus fortes pouvaient apprendre la discrétion lorsque les circonstances l'exigeaient. Le vicaire reprend ses fonctions, reconnaissant que le scandale a été contenu et la vérité révélée. Il parlait avec une prudence renouvelée lors des sermons, et son regard, bien que toujours empreint d'inquiétude, exprimait un calme plus doux. Le village, rassuré par l'absence de danger et par la résolution de l'affaire, laissa peu à peu son anxiété collective s'apaiser. Pourtant, le souvenir du meurtre et de la vulnérabilité humaine subsistait sous la surface des conversations polies. L'inspecteur Craddock lui rendait visite par intermittence pour finaliser ses rapports et recueillir des témoignages. Il respectait les idées de mademoiselle Marple, même s'il n'exprimait jamais pleinement son étonnement devant sa compréhension de la nature humaine. Elle, de son côté, lui faisait des remarques ponctuelles, le guidant subtilement sans influencer ouvertement le déroulement de la procédure officielle. Sa satisfaction était personnelle, car elle savait que justice avait été rendue et que les fils des motivations et des actes avaient été soigneusement démêlés, toutes conséquences comprises. Au presbytère, Miss Marple était assise un après-midi, une tasse de thé au chaud dans les mains, réfléchissant à l'affaire. Turnbull était arrivé à Summerlee non pas comme un inconnu, mais comme un agent des circonstances, sa présence révélant des dettes, des peurs et, finalement, des intentions cachées. Le crime du docteur Graham, bien que choquant, n'était pas le fruit d'une malveillance innée, mais du désespoir, d'une loyauté déplacée et de l'instinct de conservation. Et ce sont, comme toujours, les détails ordinaires, les plus faibles signes de comportement, qui avaient révélé la vérité. Elle repensa aux petits signes qu'elle avait observés, la faible empreinte rectangulaire dans l'herbe, les réactions à son thé, le frémissement de la main de Madame Linton à la simple mention d'une écriture manuscrite. Chaque observation, même minime, contribue à l'image d'ensemble. Il est curieux, songea-t-elle doucement, de voir comment les plus petites choses peuvent révéler les plus grandes vérités. Le village, malgré son calme retrouvé, avait subtilement changé. Les fenêtres étaient surveillées, avec une pointe de vigilance accrue, les salutations tempérées par une prudence polie, les conversations empreintes d'une conscience tacite de la faiblesse humaine. Summerlee demeurait charmante et familière, mais ses habitants étaient profondément conscients que même les plus ordinaires d'entre eux pouvaient cacher des secrets. Tandis que Miss Marple se levait pour soigner ses roses, elle esquissa un léger sourire, un mélange de sérénité et de réflexion. Justice avait été rendue, le meurtrier appréhendé et le village avaient retrouvé une certaine paix. Pourtant, l'affaire laissa une marque indélébile sur ceux qui en avaient été témoins. La nature humaine, songea-elle, était infiniment fascinante, capable de générosité et de lâcheté, de folie et de génie, souvent mêlés de manière que la plupart ne percevaient pas immédiatement. Et dans cette sereine lumière du soir, bercée par le doux bourdonnement des abeilles dans le jardin, Miss Marple ne pensait qu'à une chose, la constance silencieuse de l'observation et la patience nécessaire pour comprendre les vérités cachées sous les visages ordinaires de Summerlee, car elle savait, comme toujours, que ce sont les plus petits gestes, les plus légers tremblements et les détails apparemment insignifiants qui racontaient toute l'histoire. Le village pourrait reprendre ses activités habituelles, mais Miss Marple, avec son regard perçant et doux, resterait vigilante. La nature humaine, comprise elle, ne cesse de se révéler, et en l'observant, on pouvait toujours discerner où se trouvent la vérité et la justice.